Hello, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Stéphanie Marie, bienvenue à celles et ceux qui arrivent en replay, qui regarderont en replay, puisque c'est vous qui allez arriver en premier sur la vidéo. Je vais attendre un peu que les gens arrivent. Je perds mes lunettes. Alors juste avant le live, j'ai une voix qui n'est pas extraordinaire ce soir. Juste avant le live, j'étais en train de m'amuser à regarder les effets que proposait Facebook pour faire des lives. Et du coup, je repassais dessus. Et je me disais que celle-là, elle était pas mal pour le thème de l'épuisement professionnel, puisqu'on est au mois d'août et qu'on a envie de légèreté et surtout de ne pas s'épuiser. Mais je pense que je vais revenir à un visuel un peu plus sérieux. Alors attendez, il manquerait plus que j'arrive plus à le changer. Et là, on est mal de faire tout le live comme ça. Tac, voilà. Là, on est bon. Ça doit être tout bon. Ouais. Donc, j'espère que vous allez bien. C'était la petite touche humoristique. Salut Laure. J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler de l'épuisement professionnel. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'était un peu le thème. Alors, rassurez-vous, hein, je vais bien. Vous avez vu, je suis en tenue estivale, il fait beau, c'est le mois d'août, c'est léger. Mais justement, comme c'est léger, je trouve que c'est le bon moment pour se rendre compte que parfois, on peut être voilà, sujet à des stress le reste de l'année. Je suis encore une fois désolée pour ma voix qui... je ne sais pas ce qu'elle a. Coucou Laure. Je ne sais pas ce qu'elle a. J'ai pourtant pas fait la fête, mais je dors la fenêtre ouverte la nuit, donc c'est peut-être ça. Alors, on va mettre de côté pour ce live les cas de harcèlement, parce que là, c'est autre chose. Moi, j'ai juste envie de focaliser sur l'épuisement professionnel en lien forcément avec aussi la conscience et la connaissance de soi. Alors déjà, l'épuisement professionnel ou le burn-out aussi, pour, quand ça va jusqu'au bout du processus malheureusement, bah, comment ça se manifeste, comment ça arrive déjà. La réalité, c'est que c'est multifactoriel. En fait, le burn-out ou l'épuisement professionnel, c'est comme l'incendie. Donc c'est vraiment le truc visible et gros. Et en fait, souvent, derrière, avant, il y a eu des braises, il y a eu des petites flammes qui se sont allumées et en fait, on ne les a pas vues. La personne qui est concernée ne les a pas vues. Donc c'est souvent une réalité multifactorielle qui n'est pas liée que au travail, à une surcharge de travail. Très souvent, ce sont des gens, j'ai été concernée, je le sais, mais aussi j'accompagne des gens qui sont qui ont vécu ou qui le vivent, où j'ai accompagné aussi. Ce sont des gens qui vont avoir vécu très récemment ou qui sont en train de vivre un deuil par exemple, qui ont des problèmes de couple, qui ont des problèmes relationnels avec leurs enfants, des gens qui par exemple ont des difficultés à se remettre aussi d'une maladie, qui ont des difficultés à avoir un enfant. Et en fait, il y a tout j'allais dire, un terreau favorable à un épuisement professionnel. Mais c'est rarement le travail la cause unique en fait de cette situation. Et ça, c'est important à la fois pour la personne concernée, mais aussi pour les thérapeutes, d'avoir conscience de ça, parce que pour pouvoir travailler dessus et notamment travailler à ce que ça ne se reproduise pas à l'avenir, c'est important de pouvoir comprendre que le travail n'est jamais, ou alors il y a des cas exceptionnels, je vous disais tout à l'heure on met de côté le harcèlement, mais le travail n'est jamais la seule cause qui amène à l'épuisement ou au burn-out. Et puis il y a aussi comment ça arrive, c'est le fait qu'on est souvent modélisé en fait des choses. On a modélisé papa, on a modélisé maman, on a modélisé des mentors, on a modélisé des responsables au début de nos carrières et on s'est un peu calé sur eux sans vraiment être à l'écoute de qui on est, de comment on fonctionne et puis de ce qu'on a vraiment envie. Et tout ça en fait se catalyse. Et il y a aussi un truc que j'ai beaucoup remarqué et ça m'a concernée aussi, c'est que les gens ne... En fait, on est dans une sorte peut-être pas de course, mais en tout cas
de recherche d'évolution, et notamment d'évolution professionnelle. Comme si, voilà, progresser professionnellement, c'était forcément toujours aller vers le haut. Alors qu'il y a des choses qui peuvent se faire de manière transversale. On peut évoluer professionnellement en changeant de métier, en changeant de branche, en passant, je ne sais pas moi, des RH au marketing, du marketing au RH, etc. Même si ça ne se fait pas trop dans ce sens-là, mais bon, ce serait possible comme ça. Et le truc, c'est que très souvent, les gens, quand on leur propose une promotion, on leur propose de prendre la responsabilité d'une équipe, donc quelque chose de plus ascendant, il est très rare que les gens disent non. C'est comme si, d'une part, ça ne se faisait pas. C'est-à-dire que le manager à qui on dirait non, il se dirait mais qu'est-ce qui lui arrive? Je lui propose une promotion, elle ne veut pas, il ne veut pas. Et puis, la personne ne se pose même pas la question de savoir si c'est ce qu'elle a envie. C'est comme automatique que je vais dire oui parce que je vais gagner plus, parce que j'augmente de statut, de classification, etc. Et puis ça fait du bien aussi à mon ego. Mais très souvent, en tout cas pour les gens qui vont faire derrière un burn-out ou être en situation d'épuisement, c'est pas forcément le job qu'ils avaient envie de prendre. Ils se retrouvent avec du management alors qu'ils détestent manager, gérer des conflits, être dans des dimensions managériales, c'est pas évident. C'est des très bons opérationnels par exemple. Alors vous me direz, c'est aussi le job des RH et du management d'identifier qui peut aller sur quel poste, mais c'est pas toujours le cas. Et donc, des gens qui se retrouvent sur des postes sans s'être vraiment posé la question de est-ce que j'avais envie d'y aller. Et pour revenir tout à l'heure à ce que je disais sur la modélisation et puis sur le fait que cette situation d'épuisement, on y arrive très souvent par un enchevêtrement de raisons. Si je vous prends mon exemple à moi, parce que j'aime bien toujours prendre des exemples, et je l'ai vécu, donc je sais de quoi je parle. Typiquement, mon burn-out, pour moi, en ayant fait le travail justement de décortiquer un peu ce qui s'était passé et d'essayer de comprendre, ce qui s'est passé, c'est que d'une part, j'avais modélisé mon père sur plein de pans, et notamment sur le pan professionnel. Mon père était mon modèle, et puis je vous l'avais dit dans des précédents lives, ou peut-être dans des congrès où j'ai fait des interventions, je ne sais plus, mais en tout cas, je sais que je l'ai déjà dit, que tout le monde me disait « Oh là là, qu'est-ce que tu ressembles à ton père, oh là là, Stéphanie, c'est vraiment la fille de son père, etc. Salut Annabelle !» Et j'arrive à voir en fait que vous êtes là, du coup. J'espère que vous allez bien. Donc du coup, j'avais comme reçu l'injonction qu'il fallait que je sois comme mon père, et puis ça me plaisait bien, parce que voilà, forcément, la petite fille, elle aime son papa, et elle est fière de son papa. Coucou, j'espère que tu vas bien. Et donc j'avais modélisé mon papa. Sauf que mon papa est décédé en 2009. Et quand il est décédé, j'ai eu beaucoup de mal à faire le deuil parce que c'était un suicide. Donc c'est un deuil qui est encore plus compliqué à faire que le deuil, j'allais dire, classique. Enfin après, il y a plein de deuils différents, hein. Il y a les maladies, etc. Mais le suicide, c'est vraiment quelque chose de très brutal. Donc c'est très difficile de faire ce deuil-là. Et puis il y a beaucoup de culpabilité. J'en reparlerai peut-être sur un autre live, mais voilà, c'est particulier. Bref, du coup, j'avais modélisé mon père, et quand il est décédé, j'ai fait après un travail de deuil avec une thérapeute. Donc à l'époque, j'étais pas thérapeute. Et en fait, une fois que j'ai eu fait le deuil de mon père, ce qui a pris un peu de temps, j'ai aussi du coup fait ce travail sur moi qui a été, j'ai eu besoin en fait de savoir qui j'étais. Parce que du coup, en m'identifiant à lui qui s'était suicidé, lui que je pensais être si fort, je me suis posé beaucoup de questions sur moi, ça a été très dur. Donc je me suis un peu déconstruite à travers cette thérapie pour me reconstruire. Et en fait, au moment où je me suis déconstruite, pendant que je me déconstruisais, forcément, je me détachais en fait de la vie que je m'étais créée professionnellement, qui du coup était modélisée sur mon père. Donc son décès plus ce travail sur moi a fait que je me retrouvais plus en fait dans ce job parce que j'étais dans des conflits de valeurs, que moi ça me faisait pas, ça ne me plaisait pas de me retrouver à licencier
voilà, dans des plans sociaux, et puis par ailleurs, en motivant ça par des difficultés financières ou des besoins de compétitivité, et puis par ailleurs, on avait des super primes pour nous remercier d'avoir justement mené à bien ces plans. Et puis surtout, je sentais que j'aspirais plus à ça, à toute cette ascension. J'avais accepté une promotion, plus je cumulais mon ancien poste. Enfin voilà, il y avait tout ça qui se percutait. Coucou Nassima, je suis contente de te voir, j'espère que tu vas bien. Donc voilà comment ça arrive. Ensuite, comment ça se manifeste? L'épuisement professionnel, ça va se manifester par des problèmes physiques, des problèmes physiologiques. Donc c'est pour ça aussi que les gens n'y font pas forcément attention. Ils vont avoir des maux de dos, ils vont avoir des migraines, ils vont avoir des problèmes de sommeil, des troubles alimentaires, parfois des addictions avec l'alcool qui vont commencer à se mettre en place, fumer davantage. Voilà, des troubles physiologiques et physiques, et puis il va y avoir des troubles un peu plus psy aussi. Après c'est et ou, ça peut être et, ça peut être ou. Des difficultés relationnelles qui s'installent à la maison, une irritabilité, une tristesse aussi, parfois oui, des difficultés relationnelles au sein du couple et puis avec les enfants. Et puis en fait, ça va se manifester par une perte de confiance progressive. Et ça, en fait, la personne ne s'en rend pas compte. Moi, je ne m'en rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte que... moi aussi, Nassima, je suis contente que tu sois là en direct. C'est chouette. Je ne me rendais pas compte, en fait, que progressivement, j'étais en train de perdre confiance. Parce que du coup, je commençais à sentir que tout était lourd, que c'était compliqué, tout me paraissait insurmontable, énorme. Et du coup je ralentissais et je procrastinais et je me prenais des mails où on me disait mais tu fais quoi, etc., etc. Et progressivement en fait j'ai perdu confiance en moi alors que j'étais quelqu'un qui avait une grande confiance en moi. Et puis honnêtement j'étais très compétente dans mon job, j'avais une évolution professionnelle qui était belle, etc. Enfin ce qu'on pourrait qualifier d'une belle ascension professionnelle, mais tout ça m'a amené à perdre cette confiance-là. Hello Véronique, j'espère que tu vas bien depuis tout à l'heure. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que l'épuisement professionnel, alors ça peut toucher tout un chacun puisque, je vous le disais tout à l'heure, c'est multifactoriel. Mais ça touche quand même très souvent des personnes qui sont perfectionnistes, des personnes qui ont besoin de reconnaissance aussi, des personnes qui ont besoin d'être parfaits, d'être reconnus. Hello Angélique, j'espère que tu vas bien. Des personnes qui ont besoin de reconnaissance. Et puis c'est aussi le cas des gens qui vont avoir tendance à surinvestir la sphère pro pour compenser en fait une sphère privée soit qui va pas bien, soit dans laquelle ils sont pas forcément à l'équilibre, et du coup ils vont aller dans la sphère professionnelle davantage. Et c'est aussi important que les gens aient conscience de ça, parce que quand on crée un déséquilibre dans sa vie, même si on pense que c'est parce qu'on aime son travail, etc., il y a un moment donné où, notamment les gens qui font ce surinvestissement dans la vie professionnelle, le problème c'est que quand à un moment donné ça dysfonctionne dans la sphère professionnelle parce qu'il y a une charge de travail importante ou parce que on est fatigué, etc., le fait que la sphère professionnelle aille mal, on n'a rien à quoi se raccrocher à côté. Il n'y a pas un truc dans la sphère privée, que ce soit du sport, que ce soit un couple, des enfants, une famille, etc. Et du coup, c'est là aussi que la difficulté peut arriver, parce qu'on n'est pas capable de rééquilibrer au moment où il y a des difficultés. Ce qu'il faut également avoir en tête, que vous soyez concerné ou que vous accompagnez des gens qui sont concernés, c'est qu'il faut en prendre conscience rapidement. C'est hyper important parce que les études montrent, j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais les études montrent que la durée pendant laquelle on va derrière avoir besoin d'un arrêt maladie, d'un retour à soi, de convalescence, puis de rétablissement, cette durée-là, elle va pas être proportionnelle, elle va être exponentielle par rapport à la durée pendant laquelle on a résisté.
Donc plus la personne va rester longtemps dans cette situation, et c'est souvent le cas parce qu'il y a une forme de déni et de je peux pas baisser les bras, je peux pas m'arrêter, parce qu'en plus ces gens-là pensent, je sais, hein, ça a été mon cas encore une fois, pensent être indispensables et que s'ils s'arrêtent, l'entreprise va s'arrêter de vivre, ce qui n'est pas le cas, hein, parce que le jour où on s'en va, ils nous remplacent assez vite. Mais du coup, j'ai perdu mon truc. Oui, du coup, la durée en fait pendant laquelle on résiste va impacter la durée derrière pendant laquelle on va plus souvent pouvoir travailler. Et moi, souvent, c'est quelque chose que je dis aux personnes que j'accompagne sur ces sujets-là, c'est attention, prenez bien conscience que pendant tout ce temps de résistance dans lequel vous êtes, c'est le temps et où vous craignez en fait de vous arrêter une semaine ou 15 jours, mais en réalité, plus vous résistez, plus l'arrêt derrière va être long, parce qu'au moment où on arrive dans ce basculement, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, c'est juste que la durée est très très longue. Donc ça, j'ai pas les chiffres en tête encore une fois, mais il y a des études qui le montrent. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tout ça et s'en sortir? Alors déjà, rétablir un équilibre dans sa vie pro, perso, ça peut paraître idiot, mais voilà, c'est un équilibre qui doit se manifester dans le temps, c'est-à-dire en termes de temps, d'espace, combien de temps j'ai pour ma vie privée, combien de temps j'ai pour mon travail, et puis aussi en termes d'interpénétration des sphères. Aujourd'hui, bon, je vous apprends rien, avec les nouvelles technologies, les mails, les SMS, etc., qu'on reçoit directement sur notre téléphone, on est complètement pollué par notre vie professionnelle et c'est pas bon. C'est une discipline aussi de pouvoir se dire bah, je mets des limites, je mets des heures, moi par exemple je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux et c'est vrai que c'est facile de se laisser avec les messengers qui arrivent, etc. Mais en fait ça arrive, les gens en fait communiquent comme ça et d'ailleurs les gens ne font même pas attention et moi je vous invite aussi à faire attention quand vous communiquez avec les autres. On change de boulot, ouais salut Cyril. Non mais c'est vrai, même nous faisons attention, enfin moi je sais que je suis très attentive à ça. Parfois j'ai des clients, des patients qui m'envoient des SMS à 23h, minuit ou à 6h du matin pour m'informer d'un changement d'horaire, etc. Enfin d'une impossibilité pour un rendez-vous. Bah, ça peut se faire à un autre moment, je trouve. C'est-à-dire qu'on peut préparer le SMS, le mettre en brouillon et puis l'envoyer le lendemain, mais pas l'envoyer à ce moment-là. Et donc voilà, nous aussi soyons vigilants à ça. Et puis pour s'en sortir et pour éviter ça, il y a aussi tout un tas de disciplines. Je sais que là, en live, il y a des personnes qui sont thérapeutes. Quand on sent qu'on est dans une situation où on commence à avoir du mal à gérer, etc., se tourner vers des disciplines comme la sophrologie, comme l'hypnose. On va vous apprendre aussi l'auto-hypnose qui permet en fait un peu comme la sophrologie, de se relaxer par des techniques de visualisation, de retour au calme, la méditation, la kinésiologie, tout ce qui est énergétique, pour permettre d'apaiser. Alors après, ça va permettre de diminuer le stress, d'apprendre à prendre du recul, mais ça ne va pas permettre d'apprendre à connaître pourquoi j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui fait dans mon histoire de vie, dans ma construction, dans mon mode de fonctionnement que j'arrive à cette situation et comment je peux surtout éviter soit de plonger, soit d'y replonger. Moi je sais que je suis particulièrement vigilante à ça parce que je sais que j'ai cette tendance à j'aime travailler. Je fais des jobs qui à chaque fois me plaisent énormément et j'ai tendance à me laisser envahir, donc je sais que je dois être vigilante à ça. Et puis on va y venir, j'ai aussi comment dire, je trouve pas le mot, mais il y a des choses chez moi qui font que je suis plus susceptible d'être sujette à ça. Et justement, du coup, sur ces techniques de connaissance de soi, d'apprendre à se connaître, je pense que c'est important parce que ce que je vous disais, c'est l'apanage souvent des personnes qui sont perfectionnistes, qui ont un grand besoin de reconnaissance ou qui surinvestissent la sphère pro au détriment de la sphère perso et qui du coup n'ont plus d'équilibre. Et en fait, derrière tout ça, il y a des
blessures, il y a des injonctions, il y a des introjections, il y a des croyances. Il y a de la construction en fait, la construction de notre personnalité en fonction de notre enfance, de ce qu'on a vu, entendu, de ce qu'on a perçu comme étant bien, de ce qu'on nous a transmis. Et tout ça, on a besoin aussi de le connaître pour pouvoir en fait comprendre pourquoi on en est arrivé là et comment on va éviter d'en arriver là. Justement par rapport à ces croyances, ces injonctions, ces blessures qu'on porte en nous, le fait d'aller travailler dessus, de les pacifier, va permettre justement de s'en détacher et de pouvoir vivre notre vie professionnelle sans être dans ce besoin de perfectionnisme, besoin de reconnaissance, mais sur du long terme, si vous voulez. C'est pas juste je m'apaise maintenant, c'est je comprends comment je fonctionne, je comprends pourquoi je suis comme ça, et maintenant que j'ai compris comment je fonctionne, je vais aller travailler ça pour essayer de déconstruire, et puis je vais surtout éviter de retourner. Et puis comprendre pourquoi on en est là, je pense que c'est important aussi pour pouvoir mettre en place une nouvelle organisation, pouvoir poser des limites, pouvoir dire non aussi, parce que souvent on n'ose pas dire non au travail. C'est mal vu, quelqu'un qui refuse de prendre un dossier, qui refuse un poste, j'en parlais tout à l'heure. Donc d'apprendre à dire non. Si je prends mon exemple par rapport à la connaissance de soi, ben moi j'ai pu voir du coup que, ce que je vous disais tout à l'heure, que j'avais modélisé mon père, donc je me suis éloignée de ça à son décès, ce qui a pu provoquer, enfin ce qui a participé à mon épuisement, voire en tout cas à mon burn-out, mais aussi j'ai pu, en travaillant sur moi, comprendre que j'avais une blessure d'injustice qui m'amenait à être quelqu'un, ça se voit peut-être pas, mais un peu rigide. J'ai travaillé dessus, mais voilà, il y a toujours ce truc-là, qui m'a amené du coup à être rigide et surtout à être dans la perfection, à chercher à être toujours parfaite. J'ai également la blessure de trahison qui amène à être beaucoup dans le contrôle, et les gens qui sont beaucoup dans le contrôle sont des gens qui sont d'une part stressés et puis d'autre part qui ont tellement ce besoin de tout maîtriser qu'à un moment donné c'est trop pour eux. Donc ce travail permet ça et permet de se détacher de ça. Et puis ce qui est important aussi, c'est d'avoir un retour à soi. Donc ça c'est surtout quand on est dedans, de revenir à soi et de faire de soi la priorité. Alors c'est difficile pour l'entourage parce que souvent ça passe pour de l'égoïsme. Parce que la personne, moi ça a été mon cas, je me suis mise à me prioriser et à dire non beaucoup. Et c'est un peu comme tout, c'est-à-dire que quand on commence à expérimenter quelque chose de nouveau dont on n'a pas l'habitude, on peut le faire au début maladroitement, donc c'est un peu tout blanc, tout noir. Donc moi j'étais passée du tout blanc à je dis oui à tout, je pense aux autres avant moi, je pense au travail avant moi, à tout noir. Maintenant je pense à moi en priorité et les autres on verra plus tard. Et c'est vrai que les gens qui nous connaissent et qui n'ont pas l'habitude qu'on soit comme ça, j'avais fait un live sur poser ses limites où j'en avais parlé, du coup ça les déstabilise parce qu'ils n'ont pas l'habitude de nous connaître de cette façon-là. Mais en fait c'est temporaire, c'est juste qu'on a besoin de retrouver cet équilibre, et pour arriver à replacer le curseur au milieu, on est parti d'un extrême, on va sur l'autre, puis après progressivement on va réussir à trouver où est l'équilibre. Donc ça c'est important, et puis voilà, je trouvais que c'était un sujet pour le mois d'août, un mois où on est plus en légèreté. Moi je sais que vous avez vu, j'ai pas mal de... Moi aussi j'ai beaucoup de choses là depuis quelques mois, il y a beaucoup de choses qui changent parce que je fais changer aussi mon activité, je la fais évoluer, j'ai encore des anciens patients de cabinet que je suis toujours, j'ai modifié mes accompagnements, je propose maintenant des choses qui sont plus intensives et plus courtes, plus engageantes aussi. Je propose des accompagnements de développement professionnel, puis des coachings aussi pour les thérapeutes qui ont envie de changer de positionnement ou de développer leur activité ou d'aller travailler sur les blessures émotionnelles. Là, je vous ai dit que j'étais en train de créer un espace d'apprentissage et de transformation qui sera donc une école en ligne. Tout ça, c'est énorme.
Et en fait, bizarrement, eh ben, je suis hyper cool. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est le mois d'août, mais je me dis que les choses vont se faire tranquillement. Et les choses viendront quand elles doivent venir. Voilà, tout se met en place et c'est important. Et il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé aussi, tiens, j'en profite, c'est le Human Design. Je ne sais pas si vous connaissez le Human Design. Je ne vais pas vous en parler beaucoup parce que je ne le maîtrise pas et j'aime pas parler de choses que je ne connais pas. Mais en gros, c'est une méthode qu'a mis au point un Canadien qui est basée sur l'astrologie, sur le bouddhisme, les chakras, tout un tas de choses. Vous pouvez faire votre Human Design en ligne gratuitement. Vous pouvez avoir une première lecture qui ne sera pas approfondie parce que c'est hyper complexe, mais ça vous donne déjà une idée. Et donc, il y a des types, des profils. Et donc, j'ai découvert en Human Design que moi, j'avais le profil Projector, qui est un profil, si ma mémoire est bonne, c'est 22% de la population. Donc, c'est pas très élevé. Donc, les projecteurs sont des gens qui ont, et là, ça a été une découverte pour moi, donc c'est récent, hein, donc c'est un sujet que je vais approfondir. J'ai découvert que les projecteurs étaient des gens qui, en fait, ont peu d'énergie. J'étais étonnée parce que je suis plutôt quelqu'un d'hyper dynamique et qui fait plein de choses. Et qu'en fait, ce sont des gens qui ont besoin de beaucoup d'espace et de temps de ressourcement, qui sont capables de faire beaucoup en peu de temps. Mais par contre, après, ils ont besoin de souffler. J'ai découvert plein d'autres choses. Hein. J'ai découvert où était dans mon corps mon centre décisionnel. Et depuis que j'ai lu ça et que j'ai fait attention à ça, effectivement, je me rends compte que quand j'ai une décision à prendre, quand j'écoute cette partie de mon corps, il se passe quelque chose de fort pour me dire c'est oui, c'est non. Et je vous invite vraiment à le faire parce que du coup, ça permet d'avoir aussi une idée de comment on doit se réaligner. C'est très perturbant parce que moi, si j'écoute mon profil, en gros il faudrait que je travaille 3 ou 4 heures par jour et que le reste du temps ce soit du temps qui soit dédié au ressourcement et à la créativité, parce que les projecteurs sont des gens qui en fait d'abord apprennent. Alors ça me va bien parce que c'est un peu ce que je fais en fait, ce qui sont enfin, en tout cas par rapport à mon profil à moi, des gens qui apprennent beaucoup et qui, une fois qu'ils ont bien expérimenté, bien maîtrisé et qui se sont bien appropriés le truc, qui transmettent à leur façon les choses. Et ça colle assez bien avec moi, mais du coup, voilà, c'est des gens qui ont ce besoin de temps, de ressourcement. Donc moi, c'est un peu en ce moment ma grande découverte. Je vous invite à le faire, c'est hyper intéressant. Alors, je regarde vite fait vos commentaires. Nassima, je ne sais pas si tu es toujours là. Tu demandais s'il y avait des prédispositions. Bah, les prédispositions, ça va être surtout ce que je disais hein, par rapport à ta famille, tes parents, tout ce que tu as pu prendre en fait et qui guide ta façon de gérer ton équilibre vie pro, vie perso, ton job, ta carrière, etc. Laure, Léa, et en tant qu'amie, comment peut-on aider quelqu'un? Alors, je sais pas si tu es toujours là, Léa. Alors, Léa, ça veut dire que c'est une étudiante déjà, parce que je sais que tu es jeune. Comment on peut aider quelqu'un? Déjà, être là pour lui. Moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est qu'en fait, je n'acceptais pas d'être dans cette situation. Je n'acceptais pas... j'étais une battante, j'étais une fille qui était reconnue dans son travail, j'avais une super carrière. Pour moi, c'était comme un échec en fait, enfin, je l'ai compris après, hein, de reconnaître la situation dans laquelle j'étais. Et moi, les amis qui m'ont le plus aidé, Léa, c'est ceux qui... donc je gravitais pas dans le monde de la thérapie à cette époque, donc c'était des amis comme toi, tu l'es pour tes amis. C'était que les personnes en fait me fassent prendre conscience de l'état de souffrance dans lequel j'étais, en me montrant en fait comment je me comportais, en me disant mais tu vois Stéphanie, regarde, t'es
t'as même pas encore repris le travail, t'es encore en vacances, que t'es en train de lire tes mails et que t'en pleures le soir, il y a un problème. Et puis j'avais besoin qu'elle me donne l'autorisation en fait, qu'elle me dise oui, t'as le droit d'arrêter, t'as le droit de te mettre en arrêt, ça fait pas ça fait pas de toi quelqu'un de pas courageux, ça fait pas de toi quelqu'un qui est pas bien, qui est pas bon, mais là t'as besoin de repos. En fait, j'avais besoin d'entendre qu'on m'autorisait à m'arrêter, j'avais besoin d'entendre que j'avais raison de ressentir cette souffrance, que cette souffrance elle était réelle, et j'avais besoin qu'on m'autorise à m'arrêter en fait, et j'arrivais pas à me la donner à moi cette autorisation. Je sais pas si ça peut t'aider, Léa. Reconversion, qui reprend son ancien poste. Ah, faut que tu m'explicites un petit peu plus, parce que je comprends pas. Si c'est une personne qui a fait une reconversion et qui reprend son ancien poste, mais il est où l'épuisement du coup? Angélique, mon perfectionnisme au travail me cause beaucoup de stress. Je me suis rendu compte que j'avais accepté de faire certaines tâches pour me sentir importante aux yeux de mes supérieurs. Ben oui, c'est exactement ce que je disais, ouais, tout à fait. Sauf que en fait, à un moment donné, les supérieurs, c'est pas qu'ils en profitent, hein, c'est juste que voilà, elle dit oui, je lui donne, elle dit oui, je lui redonne, elle dit oui, je lui donne encore plus, et puis plus elle fait, et puis plus je vois qu'elle fait bien, bah plus je vais lui donner, et après nous, en fait, on est et on n'en peut plus, on explose. Et au début, c'est satisfaisant, puis à un moment donné, c'est juste plus possible. Une amie qui a fait sa reconversion ergo, mais qui reprend son ancien poste de juriste dans lequel elle a fait un burn-out, et elle refait un burn-out. Un bien-out, tu mets. D'accord. Et bien peut-être que... alors j'allais dire peut-être qu'elle a des choses à travailler, parce qu'en plus si elle est juriste, ce qui était mon cas, je ne sais pas si tu as suivi le début du live, mais elle a probablement une blessure d'injustice à travailler, donc elle a peut-être eu besoin inconsciemment de retourner pour revivre encore ça. Donc il y a peut-être quelque chose qu'elle doit aller travailler autour de ça, sûrement. Tu peux que l'écouter, l'écouter et puis lui faire prendre conscience qu'elle est en train de recommencer, et que le fait qu'elle recommence, après peut-être qu'elle avait besoin de retester pour s'assurer que c'était vraiment ça qu'elle devait arrêter de faire, que juriste c'est pas son truc, mais peut-être aussi qu'inconsciemment, ce que j'évoque souvent dans les lives, c'est que les gens on est mû par des blessures, et ces blessures nous amènent à retourner constamment dans les mêmes situations, parfois qui paraissent différentes, mais qui en fait ont le même fil conducteur derrière. Et là, peut-être qu'elle y replonge parce qu'elle a vraiment quelque chose à régler, elle, à l'intérieur d'elle, et que c'est la façon de son inconscient, c'est comme ça que l'inconscient fonctionne, c'est qu'il la ramène quelque part pour qu'elle soit à un moment donné obligée d'aller faire ce travail-là. Donc moi, je pencherais plutôt sur le fait qu'elle aurait besoin de faire un travail intérieur pour comprendre pourquoi elle retourne encore là-dedans. Mais toi, en tant qu'amie, tu l'écoutes, tu lui montres qu'elle a le droit de s'arrêter, elle a le droit de s'être trompée en y retournant, qu'elle avait sûrement besoin de le réexpérimenter, et que c'est ok pour elle, et qu'elle reparte à nouveau. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir été là, je vous dis à la semaine prochaine, et je vous souhaite une belle soirée. Ciao!